Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Donc cette vidéo est une vidéo complémentaire à celle faite sur comment optimiser sa fiscalité sur l'impôt sur le revenu. Donc celle-ci s'adresse plutôt à ceux qui ont des bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire ceux qui sont au statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Donc on a une TMI qui s'ajoute ici, des prélèvements sociaux également. Tout est calculé dans les onglets suivants. Donc les autres revenus, là on parle des revenus immobiliers BIC. On a, comme pour l'impôt sur le revenu, une comparaison entre le forfait et le réel. Donc ici on a le micro BIC et le BIC réel, avec une déduction de 50% pour le micro BIC, contrairement à l'impôt sur le revenu. Et le BIC réel, donc toutes les charges sont toutes ces charges déductibles que vous allez remplir. Et les amortissements. Donc en premier lieu, on a un barème kilométrique. Donc c'est tous les kilomètres que vous allez faire pendant l'année, aller-retour, les allers-retours que vous allez faire vers votre appartement. Donc ça peut être pour aller voir votre locataire, pour lui remettre ses clés par exemple, pour réaliser des petits travaux, pour signer différents baux, voilà, pour les visites également. Donc ensuite, en charge déductible, on a tout ce qui est petits travaux, donc tous les petits travaux qui sont inférieurs à 500 € hors taxe. S'ils sont supérieurs, on va décider de les amortir. Ensuite, si vous adhérez à un CGA, donc un centre de gestion agréé, il faudra aussi rentrer le montant annuel. Donc j'ai mis plein de petits commentaires également pour vous montrer les différents avantages. Quels sont les avantages d'adhérer à un CGA? Donc là par contre c'est pas à jour, j'avais mis plus 25% de majoration si vous n'adhérez pas à un CGA. Aujourd'hui on est, pour l'année prochaine on sera du coup à 10%. En 2021 on était déjà à 15%. Mais voilà. Et ce qui est assez bizarre, c'est que normalement l'administration fiscale fait en sorte qu'on adhère à un CGA. Mais là, du coup, ça deviendra de moins en moins intéressant parce que la majoration sera réduite. Donc c'est un petit peu étrange de leur part. Des frais de comptabilité, assurance PNO, intérêt d'emprunt. Donc il y a beaucoup de charges déductibles qu'on pourra retrouver sur les dossiers bancaires, bon, comme les frais de dossier, les frais de garantie, les intérêts d'emprunt, etc. Donc les frais de garantie, c'est tout ce qui est hypothèque, cautionnement, voire PPD. Donc les privilèges de preneur de deniers, frais d'assurance groupe, voire tableau d'amortissement. Voilà. Les frais d'agence, donc moi je ne suis pas passé par une agence, donc j'en mets pas. Taxes foncières, charges de copro, etc., etc. Les frais kilométriques qui se reportent automatiquement. Déficit N-1, c'est si vous avez réalisé un déficit, évidemment, l'année d'avant. CFE, bon moi pour l'instant je suis exonéré parce que j'ai un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 000 €. Également, vous êtes exonéré la première année et la deuxième année vous êtes exonéré à 50%. Voilà. Ensuite on a tout ce qui est amortissement, donc qui va se calculer sur l'onglet suivant, les amortissements par composants. Donc un appartement est composé en différentes catégories: le terrain, le gros œuvre, la façade étanchéité et l'installation générale et technique et l'agencement. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette colonne-là, logement, avec une quote-part en pourcentage et une durée en année. Donc c'est à vous de choisir, donc c'est plus ou moins relatif, il n'y a pas de durée exacte. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout la partie du terrain. Donc la partie du terrain qui est une partie non amortissable. Donc il est plus intéressant fiscalement de choisir la durée la plus petite possible. Donc moi j'ai choisi 15 ans. Voilà. Donc finalement pour un bien de 33 000 €, on aura seulement à amortir 28 050 €. Ensuite, donc moi c'est un appartement que j'ai acheté le
est immatriculé le 27 mai. Date de début d'activité le 1er. En fait, le locataire est arrivé le 1er septembre. Donc, la première année, on a un prorata temporis. Et la dernière année également. Et voilà, vu que j'ai emprunté sur 20 ans, j'ai fait un prévisionnel sur 20 ans. Et j'ai décomposé ça avec une partie structurelle. Donc terrain, gros œuvre, comme on a vu dans le tableau en haut. Et une partie plutôt liée à tout ce qui est travaux, meubles, frais de notaire. Dont la durée est plus sur 7-8 ans, on va dire. C'est pour ça qu'en fait, la plupart des investisseurs ne payent pas d'impôts ou payent très peu d'impôts lors des 7-8 années, 8 premières années. Parce qu'il y a pas mal d'amortissements, mais ensuite, par contre, on voit que on passe de 2000 euros, voilà, à 800 euros. Donc, on perd plus de 50% des charges déductibles. Ensuite, il y a quelques petites durées qui peuvent vous aiguiller. Donc, type de travaux et les amortissements du mobilier également. Provision, je n'en vois pas particulièrement. Ensuite, on a un tableau lié à la rentabilité. Plus ou moins value. Donc là, ça peut être très intéressant pour optimiser sa plus ou moins value lors de la revente de l'appartement. Par exemple, si je décide de vendre mon appartement au bout de 7 ans à un prix de 33 000, donc moi je pars du principe, c'est un principe comptable, hein, le principe de prudence, que je ne vais pas réaliser de gains. Il faut plus prévoir, il faut plus provisionner lorsqu'on réalise des pertes que lorsqu'on réalise des gains. S'il y a des gains qui sont vraiment des gains latents, il ne faut pas les provisionner. Il est plus prudent de ne pas les provisionner en fait. Donc je pense, même si les prix de l'immobilier ont vachement augmenté lors des dernières années, j'estime que c'est pas assez prudent de mettre un bien au-dessus. Donc je laisse le même prix que le prix d'achat. Capital restant dû, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur vos tableaux d'amortissement que la banque vous a fourni. Les mensualités du prêt, bon, normalement, elles doivent pas vraiment différer d'une année à une autre ou d'un mois à un autre. Elles peuvent bouger elles peuvent bouger de quelques euros évidemment, mais pas tant que ça non plus. Les charges, donc, c'est calculé automatiquement. Le loyer perçu, donc c'est le loyer mensuel que vous allez recevoir. Capital remboursé à X années, c'est automatique. Et ensuite, du coup, la rentabilité, quelle est la revente à X années, elle va me permettre de gagner 8 000 euros au bout de 7 ans en fait. Si je revends à 7 ans, ça me fait gagner 8 000 euros. Donc c'est la rentabilité en fait. J'aurai une rentabilité de 8 000 en euros, j'aurai une rentabilité de 8 000 euros. Donc la rentabilité qui est égale au rendement plus les cash flows. Ensuite, on a la fiscalité. Donc lors d'une revente, on est fiscalement imposé. Donc si je revends à 33 000 euros, j'ai des frais d'acquisition de 0 euros et j'ai des travaux réalisés pour telle somme. Prix d'acquisition corrigé de telle somme, un abattement, etc., etc. Et en fait, au final, j'aurai une imposition totale de 0 euros. Voilà, ensuite un onglet pour les justificatifs, donc ça peut permettre de suivre plus précisément si on perd une facture ou quoi que ce soit, de savoir où on en est exactement d'une année à une autre. Donc vous avez le type, donc c'est une facture, un acompte, un bon de commande, etc. Ou un ticket de caisse, une attestation sur vente, etc. La date, le numéro, le fournisseur, le paiement avec une liste déroulante, donc avec différents paiements, PayPal, Lydia, espèces, carte bancaire, virement, prélèvement, etc., etc. Ça c'est c'est une liste déroulante que vous pouvez modifier dans le dernier onglet, dans les paramètres. Donc là c'est vraiment tous les types de règlements que moi j'utilise. Après si vous êtes dans une autre banque, moi j'ai mis virement crédit mutuel, caisse d'épargne, etc., etc. Boursorama. Mais vous, si vous êtes dans une autre banque, vous pouvez y modifier. Et ça y modifiera également dans la liste déroulante. Le montant TTC, le libellé, si c'est un amortissement ou une charge,
et ensuite la durée d'amortissement. Si c'est une immobilisation, évidemment. Donc voilà, c'était tout pour ce tableur qui permet ensuite de calculer l'impôt sur le revenu global. Et c'est vraiment quelque chose qui permet d'optimiser sa fiscalité. Donc voilà, très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire ou à m'écrire un email. Normalement, mon adresse mail est dans la description, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine.